Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Sport à la Une après ces longues semaines de break. Excellente année 2015 et le meilleur cadeau pour la démarrer, certainement, ce serait un Sénégal vainqueur de la CAN 2015. En tout cas, on en rêve et on le souhaite. Justement, cette CAN au cœur de ce magazine avec la préparation des Lions qui se poursuit à El Jadida et le fait marquant du week-end, l'arrivée de Sadio Mané au Maroc. Nous aurons plus d'informations au cours de cette émission avec Boubacar Kambeldian. Alors comme vous le savez, nous sommes à J-7 du démarrage de cette phase finale. Toutes les équipes sont dans les starting blocks. Les matchs amicaux rythment la préparation. La Côte d'Ivoire s'est imposée hier devant le Nigeria avec son ballon d'or africain. Yaya Touré sacré cette semaine pour une 4e fois de suite. Football chez nous, la violence dans les stades a fait une nouvelle victime. Ibrahima Ning, 24 ans, il a perdu la vie samedi dernier lors du derby entre Guédiawaye FC et l'AS Pikine. Une perte humaine qui remet en cause l'organisation des matchs de Ligue 1, marquée donc notamment par le nombre réduit de forces policières. La Ligue sénégalaise de football professionnel promet d'ouvrir une enquête. En conférence de presse ce matin, Modou Fall de l'AS Pikine et Djamil Faye, président du GFC, demandent à l'État de renforcer les mesures de sécurité dans les stades. Ça y est, nous connaissons depuis 1h30 le regagnant du FIFA Ballon d'Or 2014. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui reçoit ce titre pour la 3e fois dans sa carrière. Alors pour parler de tout ça, Ndiassé Samb, journaliste sportif, et Amsata Fall, directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Bienvenue à tous. Beaucoup de plaisir à retrouver mon coéquipier Malal Junior Diagne. Malal, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir à tous, bonsoir également à Amsata et à Ndiassé. Alors Ndiassé, bonsoir. Bonsoir Manfatou. Amsata, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons décortiquer ensemble, bien sûr, l'ensemble de l'actualité, essentiellement du football. On le sait, la CAN donc 2015 est en ligne de mire. Le Sénégal doit y participer. Mais avant de parler donc de cette grande fête du football africain, nous allons nous intéresser d'abord à ce qui se passe chez nous. Et malheureusement, ça commence par une mauvaise nouvelle avec ces incidents qui se sont déroulés ce week-end, Malal, au niveau donc du stade Amadou Barry de Guédiawaye avec ce derby entre l'AS Pikine et GFC. C'était le derby de la banlieue, le champion du Sénégal qui recevait l'équipe de Guédiawaye Football Club. Malheureusement, à côté du spectacle, il y a eu ce drame avec des violences qui ont éclaté dans les tribunes et qui se sont poursuivies jusque dans la rue avec donc le décès de Ibrahima Ning. Encore une fois de plus, la violence a fait donc des dégâts dans le championnat national sénégalais. Pape Nderi Fall. Après le derby de la banlieue opposant Guédiawaye Football Club à l'AS Pikine le week-end dernier, occasionnant la mort du jeune Ibrahima Ning, les deux clubs ont tenu une conférence de presse conjointe. Ils ont fustigé le manque de sécurité dans le stade et appellent l'État à prendre des mesures sécuritaires. Le stade a une sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans le stade. Nous invitons l'État à prendre les mesures très rapidement. S'il ne le fait pas, dans une semaine, nous y prendrons les mesures idoines. Ils ne peuvent pas mettre les pierres à la disposition des supporters. On sait tous que les travaux ne sont pas achevés, alors qu'ils ont mis ici l'argent du contribuable. À disposition gratuitement aux supporters. Ces deux clubs s'engagent à sanctionner les fautifs. Ils disent ne pas avoir peur d'une sanction de la Ligue Pro et parlent de responsabilités partagées. Si moi, en tant que président aujourd'hui, j'ai la preuve que quelqu'un dans mon entourage direct est impliqué de près ou de loin dans cet incident, je n'attendrai pas la police ou la Ligue professionnelle pour sanctionner. Moi, j'ai peur d'aucune sanction parce qu'on dit qu'on est là pour accepter et aussi pour assumer les responsabilités. Et chacun doit assumer ses responsabilités, y compris la Ligue professionnelle, et y compris aussi la police. Les présidents des deux clubs invitent les jeunesses de Guédiawaye et Pikine à donner à la banlieue une autre image en bannissant la violence. La Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé l'ouverture d'une enquête et de probables sanctions.
Voilà, donc c'était la conférence de presse des deux présidents du Guédiawaye Football Club et de l'AS Pikine Modou Fall. Ils ont également annoncé qu'un match de gala va être joué vendredi prochain et les recettes seront versées à la famille de Ibrahima Ndiaye. Très bien. Alors avant d'écouter bien sûr la mère de la victime qui pleure évidemment la mort de son fils, une réaction de Amsata Fall qui est donc le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Voilà, un drame s'est passé durant ce week-end. On entend aussi Djamil Faye qui est plutôt amer dans sa façon de percevoir les choses, qui pointe même du doigt la responsabilité de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Une première réaction, Amsata? Oui, d'abord, permettez-moi d'abord de souhaiter mes meilleurs vœux à vos téléspectateurs pour cette nouvelle année 2015, qu'elle soit une année d'abord de paix, une année de réussite et surtout de prospérité. Je pense que la Ligue sénégalaise est concernée d'abord par, en tout cas, les événements malheureux qui ont conduit à la mort d'hommes, suite justement à des actes de violence qui ne peuvent pas s'accommoder, disons, au spectacle et à la pratique sportive. Bon, nous le regrettons, mais surtout nous le déplorons. Nous déplorons, disons, cette situation qui... Parce qu'en fait, les stades ne peuvent pas être considérés comme... D'abord, ne peuvent pas être considérés comme des endroits où l'on doit avoir peur, ni des endroits où c'est considéré comme des lits pour la violence. Ça ne peut pas s'accommoder, quel que puisse être, en tout cas, disons, l'enjeu de match. Pikine n'a pas joué son premier match ici. Pikine a joué plus de 4 matchs au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ils n'en sont pas à leur première sortie, de même que Guédiawaye. Je ne pense pas que, disons, l'enjeu puisse être aussi grand jusqu'à arriver à ça. Surtout, pas dans le stade, mais une voiture qui disons, fuyant, en tout cas, paniquant, parce que fuyant, disons, d'être lynché par, entre parenthèses, parce que ça aussi c'est une version, par les supporters de Guédiawaye, a heurté, disons, malheureusement, disons, un supporter de Guédiawaye du nord de Ibrahima Ndiaye. C'est déplorable. Oui. Maintenant, les responsabilités. Vous savez, quand il y a un match de football, surtout un match disons, de Ligue 1, avant, c'était la Ligue qui prenait en charge toute l'organisation. Aujourd'hui, quand un club reçoit, c'est le club qui met en place sa billetterie. C'est le club qui organise, c'est le club qui fait une commande de service d'ordre, une commande de secouristes. Maintenant, on peut déplorer que, disons, il n'y a pas eu suffisamment de supporters dans le stade. Mais de supporters ou de forces policières? De forces de l'ordre. Mais en principe, c'est pas les forces de... je veux dire que, disons, le drame n'a pas eu lieu dans le stade. C'est malheureux. Ça a démarré dans le stade. Ça a démarré dans le stade, mais le match a terminé. Ça, au moment des faits, on a arrêté le match pendant au moins une demi-heure. On a rétabli la paix et le calme. Oui, je veux dire que le match a commencé, il a été arrêté. Ce n'est pas une première qu'un match soit arrêté. Le match, il a connu son épilogue jusqu'à la dernière minute. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'on n'a pas eu des victimes dans le stade. On a une victime hors du stade. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Oui. Parce que même s'il y a de la violence qui se termine jusque derrière le stade, mais il y a lieu de s'alarmer. Il y a lieu de s'alarmer et de s'inquiéter par rapport, en tout cas, à la violence. Parce que ce n'est pas la première fois. Peut-être. Ouais, justement. C'est ça qui est dramatique. C'est ça. Aussi. L'année dernière, évidemment, on a connu moins de violence quand même. Ça s'est réduit presque. Ce sont les derniers matchs à gros enjeux où on a connu certaines violences. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 7e journée. Il n'y a pas encore, disons, d'enjeu, disons, de positionnement de leaders et autres. À la 7e journée, si disons, la violence s'installe dans nos stades, c'est là où il faut avoir peur et il faut le régler. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Amsata, que ce sont les clubs qui reçoivent, qui mettent en place un dispositif pour organiser, mais la Ligue professionnelle doit avoir des conditions obligatoires sur lesquelles tous les clubs doivent se conformer pour organiser. C'est-à-dire qu'il faut tant d'éléments de génie, tant d'éléments de sapeur pour une bonne organisation. Mais ça, c'est dans nos textes. Hein.
Mais est-ce que vous veillez à l'application de ça? Ça se passe oui, comme ça. mais malheureusement, mais vous prenez l'année dernière, il y a eu un match, je ne sais plus, c'était un match de championnat où il y avait énormément de forces de l'ordre. Oui. Je pense que c'était ou Djambar contre Niary Tally ou Djambar contre Ouaka. Voilà, mais il y avait suffisamment de services d'ordre. Mais cela n'a pas empêché à la violence, disons, de s'installer. De s'installer même après le match. Après le match, on a eu une violence pendant 30 minutes où le président Saher Seck était même, disons, presque à la limite même séquestré. Il était dans les vestiaires, disons, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, moi je pense qu'il y a une violence, de mon point de vue, qui est plus sociétale que sportive. Et c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que la violence que l'on voit dans la lutte, la violence que l'on voit, on la voit dans la lutte, on la voit dans les scènes politiques, on la voit même dans les daïras, mais c'est ça qui est grave. Et nous devons faire tout, nous, en tout cas nous organisateurs, en tout cas disons du football dans ce pays, pour que véritablement éradiquer de manière drastique cette violence. Parce qu'elle ne peut pas s'installer avec le football. Très bien. Mais justement, est-ce que la Ligue sénégalaise de football professionnel pense à sanctionner? Parce que souvent, on parle de ces cas de violence, même si vous dites que l'année dernière, il y en a eu moins, mais ça fait 4-5 ans depuis que la Ligue a démarré qu'il y a à chaque fois ces scènes de violence. Tout à fait. Quelles sont les dispositions, justement, contraignantes que la Ligue peut prendre pour inciter les clubs? Pourquoi ne pas faire perdre des points aux clubs concernés, des choses comme ça? D'abord, je pense qu'il faut, de mon point de vue, je pense qu'il faut maintenant s'insérer de plus en plus, même dans l'organisation des clubs, pour qu'il y ait suffisamment de services d'ordre. Mais c'est pas suffisant. Côte d'Ivoire, Sénégal, il y avait énormément de services d'ordre, mais cela n'a pas empêché à cette violence de s'installer, jusqu'à même nous faire perdre un match, jusqu'à même nous faire perdre, disons, l'avantage du terrain. Maintenant, je pense qu'au-delà, disons, d'augmenter le nombre, mais je pense qu'il va falloir maintenant sanctionner. Il va falloir d'abord ouvrir une enquête. Et je pense que la Ligue, de concert avec la Fédération, ils vont ouvrir une enquête, mais également, ils vont attendre les rapports des commissaires et des commissaires d'abord. Parce qu'à chaque match, nous envoyons un commissaire de match qui nous fait, disons, nous avons fait déjà une formation de tous les commissaires avant le démarrage de la saison. Pour que véritablement ces commissaires nous rendent compte de tout ce qui s'est passé. Ces commissaires, on attend le rapport. Le rapport est tombé. On va les étudier. Il y a également le rapport de l'arbitre, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une enquête qui va être ouverte par rapport en tout cas à la fédération et à la Ligue, pour que véritablement, vous avez vu même Djamil qui dit que s'il y a un membre de son staff qui est considéré comme fautif ou fauteur de troubles, il n'hésite pas à le sanctionner. Mais juste, Amsata, qu'en est-il aujourd'hui de la présence des stadiers qui ont été formés par le ministère des Sports, de concert avec le ministère de la Jeunesse, dans les stades? Les stadiers formés et qui ne sont pas présents dans les stades. Ils ne sont pas présents dans les stades. Je ne pense pas qu'ils sont pour le moment opérationnels. En tout cas, moi, de mon point de vue, je n'ai pas encore vu des stadiers. C'est vrai que les stadiers auraient pu être, disons, un premier frein. Un premier frein, mais surtout une solution alternative. Parce que d'aucuns ont dit que, d'aucuns même pensent que des fois, le simple fait de voir les policiers à l'intérieur du stade peut inciter à la violence. Peut inciter par rapport en tout cas, mais ça c'est pas quelque chose qui est garanti. Mais je pense que la présence justement des stadiers, c'est un débat qui est ouvert. Le fait, disons, de renforcer cette sécurité par la présence des stadiers, je pense que ça peut être en tout cas un premier frein pour éradiquer la violence. Très bien. Alors, à présent, nous allons écouter quand même la mère de la victime. Je dois dire, avant de quitter, hier, il y a eu une délégation qui a été composée par Saher, en plus de la présence, disons, du président de GFC, de Pékin, en plus de tous les collaborateurs du président Saher, pour aller d'abord consoler. Mais ce n'est pas ça qui remplace, en tout cas, cette douleur. Ce n'est pas ça qui remplace. Mais au moins qu'ils sachent que les gens sont peinés, les gens également sont dramatisés par ce qui s'est passé. Très bien. Alors, la maman de Ibrahim Nying, justement, qui invite les jeunes à stopper la violence dans les stades, nous l'écoutons.
On ne peut rien faire contre la volonté divine. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment dur. Il aimait trop le football et participait aux activités du Daïra. Mais j'appelle les jeunes à la retenue. La violence n'a pas d'importance. Aucune équipe n'est perdante. Entre le GFC et l'AS Pikine, il faut accepter la décision du Seigneur que la prochaine fois, on n'assiste pas à ce genre d'événement. Beaucoup de sérénité du côté de la maman, mais on sent également la tristesse. Alors Ndiassé, quel commentaire faites-vous un peu de ces incidents? Bon, moi, mon sentiment, c'est j'ai l'impression qu'il y a peut-être un certain manque d'anticipation par rapport à ce match-là, à ce derby. Parce que ce que je me dis, c'est que dans tous les derbys du monde, il y a forcément des tiraillements, des points chauds. Et donc là, le contexte est assez particulier parce que Pikine est championne du Sénégal, GFC vient de remonter, donc forcément il y a une tension qui est supérieure aux années. Oui. Oui. Et donc il y a une tension qui est supérieure aux années précédentes. Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation de la part des clubs, de l'organisation ou même des forces de l'ordre? Ça, peut-être les responsabilités vont être dégagées, mais je trouve que peut-être sur ce point-là, ils n'ont pas beaucoup anticipé pour ce match-là. Alors, rappelons juste que quand même si la réaction est peut-être la conséquence d'un malheur, il y aura, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Malal, un match de solidarité vendredi au même lieu et les recettes seront donc reversées à la famille de la victime, ce qui est quand même un geste positif. On a beaucoup parlé de ces incidents qui ont émaillé ce derby. On va quand même revoir sur le plan footballistique ce qui s'est passé entre l'AS Pikine et GFC. Malgré la furie des uns et des autres, le match est allé jusqu'à son terme et finalement, c'est l'équipe vainqueur de la Coupe de la Ligue l'année dernière, le Guédiawaye Football Club, qui a pu obtenir le gain de la rencontre. Score final 3-0. Pape Faranding. Une rencontre spectaculaire, le derby de la banlieue, un match à 100 à l'heure et à la 27e minute de jeu, Adama Traoré a ouvert le score. Quelques minutes après, c'était le sauve-qui-peut, des jets de pierre, une bataille rangée et les forces de l'ordre qui ont jeté des grenades lacrymogènes pour disperser les protagonistes. Ainsi, les démons de la violence refont surface. Comme dit l'adage, le malheur ne vient jamais seul. Un jeune homme a été violemment coincé par le chauffeur de l'AS Pikine, témoigne cet homme. Je suis témoin oculaire de l'accident lorsque le chauffeur de l'AS Pikine a été pris à partie par les supporters. Il a foncé sur ce jeune homme, mais la fracture était grave. Et quelques minutes après, le match a repris son cours. Malgré beaucoup de tentatives, Pikine n'a pas réussi à remettre les pendules à l'heure. Dès lors, Pikine a même perdu un de ses joueurs, Aliou Sow, pour cumul de cartons. Et à la 73e minute, Guédiawaye Football Club a doublé la mise par Mame Cheikh Samb sur une action d'école de foot. Lorsque tout le monde espérait que tout était fini, le Nigérian Kingsley Elessi a crucifié les Pikinois par un troisième but lors des arrêts de jeu. Dans un stade plein comme un œuf, avec pas plus de 10 gemis pour tous ses supporters. Voilà un très beau match qui a été malheureusement marqué par cet incident, mais comme quoi GFC a vraiment du caractère. Tout à fait, GFC a du caractère, tout comme l'Olympique de Ngor qui a dominé le Casa Sport hier sur la marque d'1-0. L'unique but de la rencontre marqué par Mohamed Sen à la 70e minute. Les Ngorois mettent ainsi fin à une dizaine de 5 journées sans victoire. Le Casa, quant à lui, subit une seconde défaite d'affilée. Suivons ce compte-rendu de Pape Cherdiak, image Younous Diatta. L'Olympique de Ngor renoue avec le succès. Les Olympiens, qui n'avaient plus goûté aux joies de la victoire depuis la deuxième journée, ont dominé le Casa Sport sur la marque d'1-0 lors de la 7e journée de Ligue 1. Un grand ouf de soulagement. Écoutez, nous sommes restés 5 journées sans victoire. C'était difficile, mais cette victoire sur le Casa Sport est de bon augure. Tout au moins pour la suite du championnat. Pour la suite, la lumière a jailli de Mohamed Sen à la 70e minute de jeu. Le meilleur buteur des Ngorois, avec 3 réalisations,
et à la réception d'un ballon mal négocié par le portier Casacé, Moussa Soukouna. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Simon Kabou, entraîneur adjoint du Casa Sport, pense que le manque d'adaptation des juniors surclassés est à la base du mauvais début de championnat du Casa Sport. Le Casa Sport connaît toujours des débuts difficiles. On a des départs imprévus. Les jeunes joueurs surclassés ne sont pas encore prêts. Nous espérons qu'ils le seront bientôt. L'Olympique de Ngor, avec ses 9 points au compteur, totalise 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 7 journées de Ligue 1. Alors, Amsata, la première chose qui frappe à l'œil nu, c'est quand même l'état du terrain. Quand on voit le latérite, c'est difficile de jouer dans ces conditions. Oui. Vous, en tant que responsable de la Ligue sénégalaise, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous devez faire? Non, vous avez raison. C'est un terrain qui est peu praticable. Bon, c'est vrai que Ngor est monté sur ce terrain par rapport, en tout cas, quand ils étaient en L2. Mais je pense, enfin, le président de Ngor avait même dit en réunion de bureau que le terrain va être fermé pour travaux, pour motif de travaux. Mais je pense que même s'il ne le ferme pas, nous aurons l'obligation, nous, de voir tous les terrains, surtout en L1, où on ne peut pas jouer du football. Parce que même ici, c'est dangereux même pour les gosses, pour l'intégrité même du joueur. C'est ce qu'on a constaté également au niveau de Pékin. Pour permettre, disons, à Pékin, parce que Pékin mérite d'avoir un bon terrain. Mérite d'avoir un bon terrain quand tu es champion du Sénégal. Quand tu gagnes la coupe du Sénégal, je pense qu'il faut avoir un bon terrain. C'est ce qui a fait effectivement que nous avons décidé, disons, pour l'intégrité des sportifs, de ne pas de déplacer les matchs de Pékin à Guédiawaye. Mais nous allons faire, si en tout cas les travaux initialement annoncés par disons, le président de Ngor, en tout cas s'avéraient infructueux, c'est sûr que certainement la Ligue prendra des décisions par rapport à ce terrain. Et a priori, l'arrêt du championnat, c'est pratiquement imminent. C'est effectif. Ouais, avec la CAN, est-ce que ce ne serait pas l'occasion justement pour l'Olympique de Ngor de... C'est exactement la question. Le président disait effectivement, ils vont profiter justement de la trêve de la CAN pour faire le terrain, parce que bon, ils vont mettre, disons, du gazon synthétique qui va durer peut-être 3 semaines, 3 semaines à 1 mois. Donc, et surtout Ngor, ils ont le devoir même de faire ce terrain. C'est un beau stade déjà. C'est un beau stade, ils ont beaucoup d'infrastructures, la logistique est présente, il ne reste que le terrain. Il ne reste que le terrain à faire. Et c'est même dangereux pour les joueurs, notamment les joueurs même d'Angor. Parce qu'ils s'entraînent là-bas aussi. Ouais. Alors Malal, un coup d'œil rapide sur les résultats de cette 7e journée de Ligue 1. On va noter donc la victoire de l'AS Douanes sur l'équipe du Stade de Mbour, 1-0. Aujourd'hui, l'équipe leader de ce championnat, Wakam, a partagé les points avec Mbour. Petite Côte, 1 but partout. Niary Tally a su dominer les Huiliers de la Sunéor, 1-0. À noter également le match nul blanc entre le Port et le Giraffe. Au classement donc, Wakam est leader avec 13 points, Djambar 2e avec 12 points, l'AS Douanes est 3e avec 11 points et en bas de classement, Stade de Mbour et pour l'équipe de Port Autonome de Dakar sont 13e et 14e. Merci Malal donc pour ce point. Alors Amsata, avant de passer à la CAN, quand même, est-ce que vous avez eu à regarder plusieurs matchs et comment vous trouvez justement le niveau du démarrage du championnat, le niveau des équipes de manière générale? Ah oui, vraiment c'est un bon niveau. On est en train, disons, d'assister en tout cas à un bon niveau de début du championnat. On ne se croirait pas à la 7e journée, les équipes sont à la limite même, sont bien préparées. Il y a des matchs de très bon niveau. Je pense que depuis l'année dernière, on assiste en tout cas à un regain, disons, de niveau de jeu. Les entraîneurs aujourd'hui, ils pèsent beaucoup sur la qualité du jeu. On a vu par exemple aujourd'hui un premier match Mbour Petite Côte contre Wakam. Les positions, ça ne reflète pas les positions. Wakam est premier, Mbour Petite Côte était 8e ou 6e, mais c'était un match extrêmement équilibré. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui c'est Wakam qui était premier par rapport à Mbour. Deuxièmement, vous avez vu également Sunéor et Niary Tally. Le Sunéor disons, dans le contenu, Sunéor a montré du bon jeu par rapport en tout cas à Niary Tally. Niary Tally, il a une forte tradition, disons, d'équipe très joueuse avec leur entraîneur Lamine Dieng. Mais Niary Tally, en tout cas, a été très présent
Bon, il y a eu quelques jours également, nous avons vu Wakam Nyariteli, on a vu Nyariteli Diaraf. En tout cas, le niveau peut augurer en tout cas d'un bon déroulement du championnat pour le futur. Très bien, merci beaucoup Amsata. Et surtout que maintenant le public commence à venir. Il y a une mobilisation maintenant du public. Oui. Maintenant, il faut juste annihiler le côté violent en fait des rencontres. Annihiler le côté violence. Je pense que si nous parvenons à annihiler ce fléau, qui est un véritable fléau, si nous parvenons à l'annihiler, nous pouvons faire en tout cas un bon championnat. Très bien, alors coup d'arrêt donc pour le championnat, CAN oblige, et la transition est toute trouvée, Malal, puisque nous allons aller à El Jadida, où les Lions sont arrivés, vous le savez, depuis mercredi dernier. Et donc, notre envoyé spécial que nous allons retrouver dans quelques instants, donc Campbell Dieng, a suivi les Lions durant donc tout leur parcours. La vie de la tanière à El Jadida, rythmée entre les séances d'entraînement et les oppositions dans un match amical contre le Gabon, raconté et retracé par Boubacar Campbell Dieng. Suivez ce reportage. Ils ont débarqué mercredi dernier vers 14h30, 15h locale et en temps universel à l'aéroport international Mohamed V. Un voyage pas trop fatigant, seulement 3 heures de vol entre Dakar et Casablanca au Maroc à bord de l'avion présidentiel. C'était pas très dur. 2 heures, 3 heures de temps maximum et on est bien arrivé. Un voyage facile, mais la mission qui attend les Lions en Guinée équatoriale pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce pénible et ils en sont conscients. Ces footballeurs sénégalais. Ça va être difficile. Maintenant, il faut bien se préparer, surtout avoir beaucoup de récupération parce que en Guinée équatoriale, on aura besoin de beaucoup d'énergie. Après l'aéroport destination El Jadida, 120 km d'autoroute pour retrouver le confort et les belles installations de l'hôtel Pullman situé à 8 km du centre-ville. Première séance d'entraînement des Lions, jeudi dernier, dans la matinée. Déjà, on est arrivé hier soir. Et puis on a fait juste un décrassage. Aujourd'hui, on s'est entraîné. La séance était axée principalement donc, sur un travail d'appui au plan physique et également un travail technique donc, sur une révision des fondamentaux techniques et également aussi un travail de finition devant le but. Notre galop a eu lieu le même jour dans l'après-midi, veille de la rencontre amicale des Lions contre le Gabon. Match remporté par le Sénégal 1-0 grâce à un but de Moussa Sow sur penalty au terrain de football du Raja de Casablanca. Moussa Sow face au portier gabonais, Moussa Sow qui tire et qui marque. Je pense qu'on a assez bien combiné en première mi-temps, on a su mettre de la vitesse. On a aussi respecté nos principes de jeu et dans un premier temps se rassurer et d'être très solidaire et très compact. Je pense qu'on a atteint cet objectif-là. Après, on a réussi à l'emporter, donc c'est encore plus flatteur et je pense que ça va nous aider à préparer le match contre la Guinée. Très bonne première période, deuxième période un peu plus difficile, même si on s'y attendait parce que voilà, il y a toujours du répondant pour l'adversaire, mais je pense que en somme, c'est une bonne victoire qui va installer un peu le capital de confiance qu'on avait et puis c'est tant mieux pour la suite, Inch'Allah. Tout n'est pas bien, mais il faut encore progresser, c'est sûr. Bon, je pense que l'essentiel, c'est de gagner ce match parce que d'abord le groupe n'est pas au complet et maintenant aussi ça nous reste un match à jouer contre la Guinée. Mais on va essayer de tout faire pour gagner ce match aussi parce que c'est bien pour la confiance. Le lendemain, samedi, 3e séance ouverte au public. Le sélectionneur des Lions donne l'information du jour concernant le retour imminent de Sadio Mané dans la sélection. Des nouvelles de Sadio? Sadio va arriver ou demain, j'attends la confirmation ce soir ou au plus tard lundi. En réalité, il s'agit là de la seule déclaration d'Alain Giresse face à tous les envois spéciaux des médias sénégalais à Al Jadida après ses nombreux faux bons, pêle-mêle à la conférence de presse de jeudi dernier, pourtant calés depuis Dakar et à la fin d'autres galops d'entraînement, mais aussi et surtout à l'arrivée de l'équipe à l'aéroport Mohamed V. Merci, au revoir. Et je suis très fatigué, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie, j'ai le droit, non? Mais c'est bon, je vous ai dit l'essentiel. Voilà, merci, au revoir.
Voilà donc le résumé donc, du parcours des Lions depuis mercredi dernier jusqu'à nos jours. Alors pour avoir Malal, les dernières nouvelles, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Boubacar Campbell. Voilà, Campbell, bonsoir. Oui. Bonsoir Malal, bonsoir Mampatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Alors, quelles sont les dernières nouvelles, surtout concernant Sadio Mané? Oui, c'est la dernière nouvelle, vous l'avez dit, c'est Sadio Mané. Donc, il est arrivé hier soir, on l'attendait. Il est arrivé aujourd'hui, on attendait également la reprise des entraînements par Sadio Mané. Effectivement, il a repris les entraînements avec le kinésithérapeute de Southampton, donc un technicien en la matière dépêché par son club parce qu'il a débuté le traitement avec Sadio Mané en Angleterre, et il était normal qu'il vienne à El Jadida et poursuivre le traitement et donner également des directives au staff médical des Lions du Sénégal. Mais pour le moment, donc Sadio Mané a repris, mais c'est pas encore sûr qu'il participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, deadline, c'est donc vendredi prochain. On attend encore de voir parce que là, il fait un peu de la rééducation, mais on attend de voir. C'est ce que nous ont dit le professeur Fallou Cissé et Alain Giresse. Ils attendent d'ici vendredi pour voir est-ce que le joueur pourra effectivement disputer la CAN ou non. Mais l'information est qu'il a repris l'entraînement, mais pas avec le groupe, en solo, avec le kinésithérapeute qui est venu avec lui en provenance de Southampton en Angleterre. Alors Campbell, effectivement, nous découvrons en même temps que nos téléspectateurs les images donc, de Sadio Mané en pleine rééducation, en pleine reprise. Par contre, il y a un match amical qui doit se jouer demain contre la Guinée. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements par rapport à la rencontre jouée contre le Gabon vendredi dernier? Oui, les matchs amicaux, toujours beaucoup de changements parce que Alain Giresse a fait tourner son équipe. En fait, là, il n'a pas encore une idée précise du 11 qui va démarrer certainement le premier match des Lions vendredi. Non, autant pour moi, le 19 contre le Ghana. Donc, il y aura beaucoup de changements. Il va faire tourner tout l'effectif. C'est un match. Donc, l'autre jour, il n'y avait que 2 à 3 jours qui ont eu la chance de disputer toute la rencontre. Mais sur les 23 jours qui étaient là-bas, donc, beaucoup ont fait leur entrée et auréolé au finish par une belle victoire du Sénégal. Donc, il faut s'attendre demain à des changements. Ce sera un match différent parce que la Guinée, en fait, à mon avis, est un peu d'un cran supérieur au Gabon. Mais bon, ce sont des lions, comme on dit dans le jargon, gonflés en bloc, en bloc, qui s'apprêtent à disputer un dernier match amical avant de rallier Mongomo. Un match amical qui va se jouer demain à partir de 15h30 local. Donc, ce sera au stade du Wydad Athletic Club de Casablanca, en face du stade du Raja de Casablanca. Donc, il sera 15h30 également à Dakar. Mais sans Sadio Mané, qui est toujours en rééducation. Ça, on l'aura bien compris. Merci Campbell pour ces informations, en espérant que quand même que ce ne sera pas un match à huis clos, comme ce qui s'est passé vendredi dernier, où des supporters se sont déplacés et n'ont pas pu regarder le match. Tout à fait, parce que tout de suite, j'étais en contact avec un Sénégalais. Eux, ils veulent coûte que coûte assister à cette rencontre. Mais bon, le maître des lieux, Mampatou, Malal, le maître des lieux, c'est Alain Giresse. Très bien. Donc, incontrôlable. Bon, depuis quelque temps, il a mis un peu, ajouté de l'eau dans son visa, pour ne pas dire ajouter de l'eau dans son vin. Mais bon, espérons qu'il va revenir à de meilleurs sentiments et permettre à la population sénégalaise, à la communauté sénégalaise, les Sénégalais qui sont très nombreux à Casablanca, de pouvoir voir une dernière fois les Lions avant le rendez-vous équato-guinéen. Merci beaucoup Campbell, envoyé spécial de GFM donc à El Jadida au Maroc. Alors messieurs, on va parler de beaucoup de choses comme justement les éléments que vient d'énumérer Campbell Dia. Mais d'abord le cas Sadio Mané. Est-ce qu'aujourd'hui le staff de l'équipe nationale a raison d'insister pour récupérer ce joueur, quitte à le ramener, à lui faire des tests? Est-ce qu'ils ont raison de persister sur le cas Sadio Mané, Amsatou Fall? Oui, parce que par rapport au reste du groupe également, bien sûr. Oui, je pense que Sadio Mané, c'est quelqu'un, c'est un joueur sur lequel il faut, disons, l'encadrement, disons, compte beaucoup. Et de mon point de vue,
c'est un joueur quand même qui a une position stratégique dans le terrain assez importante. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, disons, du processus pour voir est-ce que réellement, parce que quand même, bon, les jours de préparation sont faits aussi bien pour harmoniser le groupe, mais également pour les joueurs qui étaient blessés, qu'ils puissent revenir. Je pense que nous avons, disons, jusqu'au vendredi, effectivement, comme l'a annoncé Campbell, pour voir est-ce qu'il sera opérationnel ou pas. Tout à fait. Maintenant, je pense, ça c'est mon point de vue, le statut de Sadio Mané dans l'équipe nationale du terrain, elle est déterminante. Je pense que c'est déjà un joueur important, un joueur leader. Tout à fait. Sadio Mané, l'équipe nationale avec Sadio Mané n'est pas la même que l'équipe nationale sans Sadio Mané. Et sous ce rapport, aller jusqu'au bout du processus de sa santé et au bout de sa rééducation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, Ndiassé, par rapport au reste du groupe, est-ce que ça peut créer, je veux dire, une forme de solidarité, parfois une forme de jalousie, parce qu'on connaît les joueurs aussi, ils ont tous leur ego. Sadio Mané est un joueur important, il arrive avec son kiné, avec son agent, on en parle pratiquement depuis 10 jours. Est-ce que vous pensez que ça peut influer quand même sur le comportement du reste de ses coéquipiers ou rien à voir? Non, je ne pense pas en fait. Je pense que tout est dans la confiance que ses coéquipiers ont en lui. Et Sadio Mané est un joueur qui est très déterminant dans l'équipe. Donc ses coéquipiers savent ce qu'il peut faire et ce qu'il gagne quand Sadio Mané est présent. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une jalousie latente qui est là, d'autant plus que si on voit les profils des joueurs qui sont dans l'équipe, il n'y a pas un concurrent véritablement direct à Sadio Mané. Donc je pense que c'est un plus par rapport à l'équipe plutôt qu'une source de jalousie ou de mécontentement. Très bien. Alors vous êtes confiant par rapport au fait que Sadio puisse jouer cette CAN? Apparemment il a fait preuve de beaucoup de volonté puisqu'il s'est quand même déplacé, même accompagné. Est-ce que vous êtes confiant qu'on peut le récupérer d'ici le début de la CAN? Si vous n'êtes pas médecin, évidemment. Quand on voit les images déjà, on a plus confiance parce qu'on le voit un peu plus ou moins s'entraîner, courir, toucher le ballon. Moi, mon problème, c'est que est-ce qu'il sera assez prêt pour la compétition? À mon avis, il ne sera pas prêt pour le premier match. Il sera peut-être pour physiquement. Mais comme dit Gires, même s'il faudra le faire jouer qu'un seul match, Sadio sera là. Donc, à mon avis, il sera là. Il n'y a pas de souci à ce côté-là. Oui. Je pense qu'il faut, de mon point de vue, je pense qu'il faut préciser une chose. Nous avons besoin de Sadio Mané quand il sera prêt, disons à 100%. S'il n'est pas prêt à 100%, je ne pense pas qu'il puisse nous apporter quelque chose. Très bien. Je pense que quand on joue la CAN, c'est la compétition qui rassemble les meilleurs matchs, les meilleurs joueurs et disons c'est une compétition de très très haut niveau. Nous avons fait beaucoup de campagnes, mais la CAN c'est vraiment une compétition très intense. Il faut être à 100% de ses moyens pour pouvoir la jouer correctement. Si Sadio n'est pas prêt, en tout cas à 99%, c'est pas la peine de le mettre. Quelle que puisse être en tout cas son importance. Parce que nous avons quand même... C'est le conseil que vous donneriez au staff de l'équipe nationale et même aux joueurs. Même aux joueurs. Mais si Sadio, parce que bon, c'est vrai qu'il a manifesté beaucoup de volonté, disons beaucoup de détermination pour jouer cette CAN, beaucoup de patriotisme pour jouer cette CAN, c'est vrai. L'encadrement également compte beaucoup sur Sadio. Nous tous, nous comptons beaucoup sur Sadio parce que, comme l'a dit Ndiassé, à son poste, il n'y a pas de véritable concurrent. Ça veut dire que Sadio est important dans le groupe. Mais s'il n'est pas prêt, en tout cas à 100%, je ne pense pas qu'il puisse apporter quelque chose à l'équipe nationale du Sénégal. Très bien. Malal, un commentaire ou une question? Moi, je crois que ce qu'on a vu nous rassure, même si on n'est pas médecin. On a l'habitude de voir des joueurs qui sont, disons, à 75% de leurs moyens. Sadio peut-être ne sera pas à 100% de ses moyens contre le Ghana, c'est évident, vu la longue période restée sans s'entraîner et tout. Mais au rythme où vont les choses, avec son kiné,
qui n'est professionnel, qui évolue à Southampton, je pense qu'il pourrait jouer le deuxième match et le troisième match, puisque c'est un élément sur lequel nous comptons. Mais espérons que le petit génie blanc qui est avec lui au Maroc fasse des miracles pour qu'on puisse le récupérer. Très bien. Alors Amsata, au-delà du cas Sadio Mané, on parle aussi de la préparation. On le sait, cette préparation bat à son plein. Vous avez dirigé cette équipe nationale, vous avez été ancien directeur technique national. Aujourd'hui, est-ce que... de l'équipe nationale Oui, c'est ce que je dis. Vous avez dirigé. Aujourd'hui, est-ce que le plan-programme proposé par le staff de l'équipe nationale, appuyé bien sûr par la fédération, vous semble cohérent avec cette préparation au Maroc, ensuite ce déplacement en Guinée équatoriale? Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que c'est une bonne... Aujourd'hui, de mon point de vue, c'est une bonne préparation. Parce que je pense que si nous avons raté Bata, il y a 2 ans, le fait d'avoir fait la préparation à Dakar a beaucoup impacté et négativement sur la prestation de l'équipe nationale. Vous savez, quand on se prépare à Dakar, il y a des éléments que tu ne peux pas contrôler, des éléments incontrôlables qui impactent malheureusement négativement sur, en tout cas, la préparation psychologique des joueurs. Il y a des visites que tu ne peux pas freiner. Il y a à la limite même un peu de folklore. Des visites que tu reçois, des visites que tu vas faire. Ce qui fait que, disons, au niveau de la mobilisation de l'énergie mentale, tu as des difficultés. Et ça, c'est important. Ce n'est pas simplement l'aspect technique, tactique, mais le fait de mobiliser de l'énergie. Mentalement, c'est bien, parce que c'est ça qui te permet d'être au top au premier match. Et c'est ça qui a fait que nous avons raté notre premier match. En plus d'autres choses. Mais le plus important, c'est le fait d'avoir raté d'abord, disons, le jour de départ. On a beaucoup épilogué sur le jour de départ, quand est-ce qu'il faut partir, mardi ou mercredi ou jeudi. Le fait d'avoir reçu pas mal de visites à l'hôtel, le fait d'avoir fait de la visite également. Mais aujourd'hui, quand c'est pour moi, je suis pas trop regardant quand Alain dit que, disons, de faire des matchs à huis clos. Tout ça, bon, c'est vrai que du dehors, ça peut paraître assez incongru, à la limite pour des gens qui veulent voir l'équipe nationale. Mais l'équipe nationale, elle se prépare pour la CAN. Elle se prépare pour la CAN. Elle doit être au maximum, disons, de sa forme physique, technique, mais surtout mentale. Parce que c'est ça le plus difficile. Très bien. C'est ça le plus difficile. Aujourd'hui, le fait d'être à Al-Jadida, à 120 km, disons, de la capitale, ou plutôt de l'aéroport, c'est déjà important pour la mobilisation de l'équipe. Ça, c'est important. Le fait, à quelques jours, parce que je pense qu'ils vont partir le jeudi. Vendredi. Vendredi, ils vont jouer le 19. Il y aura 5 jours. Ça, c'est important, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas ça. Il y a des équipes qui jouent le samedi et le dimanche. Nous avons au moins 5 jours qui nous permettent de nous acclimater, en tout cas au niveau de l'atmosphère, disons. Yassine, un commentaire sur justement le plan de préparation. On a parlé aussi de la question climatique. Il fait froid à El Jadida. On est dans les 8 degrés. On va aller à Mongombo, il fera chaud. Bon, les changements climatiques, voilà, c'est des questions aussi qui interpellent. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on voit un peu l'expérience d'Alain Giresse, qui a plus ou moins fait des préparations et qui a participé à des CAN avec plus ou moins de réussite, je pense que, bon, quelque part, il faut lui faire confiance. Et je donnerai juste l'exemple de l'équipe de France ou de beaucoup de clubs en Ligue 1 qui se préparent dans les Alpes ou dans les montagnes, là où il fait froid, alors que le début du championnat commence en juillet-août en France, et c'est l'été où il fait très très chaud. Donc je pense que ce problème de climat ne doit pas se poser. Par contre, ce qu'a dit Amsatou sur l'environnement même des Lions, je pense qu'aller se préparer à Al-Jadida, où il y a moins de sollicitations locales, je pense que c'était une très bonne idée. Ça va permettre aux Lions d'avoir la tête plus ou moins fraîche en débarquant en Guinée équatoriale.
Alors que s'ils étaient restés au Sénégal, je pense que les sollicitations, les parents et plein d'autres choses auraient pu les perturber ou au moins gâcher un peu leur concentration. Mais bon, tout ce travail-là ne sera validé que, je pense qu'après le premier. Très bien, après les matchs de poule. Alors justement, à la veille de cette CAN, l'ANPS a organisé un panel Malal Junior au niveau du salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. À cette occasion, le directeur de la haute compétition a évoqué les 5 conditions à remplir pour réussir une bonne CAN. Parmi ces conditions, une bonne atmosphère de travail entre la Fédération sénégalaise de football, le staff de l'équipe nationale et la presse sénégalaise. Autre condition et non moins importante, que les joueurs mouillent le maillot. Nous écoutons Boun Daouda Diop interrogé par Pape Cherdiak. Une compétition de haut niveau, il faut réunir 5 conditions. La première des conditions, c'est d'avoir une équipe compétitive. La deuxième condition, c'est d'avoir un encadrement technique de qualité, un encadrement administratif compétent, donc un encadrement technique, un environnement apaisé et des moyens financiers à la hauteur des ambitions. Si vous ne réunissez pas ces 5 conditions-là, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Ça, c'est des conditions préalables. Un match de football, ça gagne sur le terrain. Donc, l'important, c'est de motiver les joueurs, de leur faire comprendre qu'ils sont les ambassadeurs du Sénégal et qu'ils doivent mouiller le maillot au nom de la nation. Et c'est cette motivation extrinsèque qu'il faut les donner pour penser gagner la Coupe d'Afrique. Le président Koumé, président de la ANPS, est un homme de consensus et de principe. Je connais Augustin Senghor pour l'avoir fréquenté depuis 2 ans. Je sais aussi que c'est un homme de principe et de consensus. Entre ces 2 personnes, on peut établir une charte de bonne conduite entre la presse et l'encadrement technique. Et je vais m'y atteler avec l'aide de bonne volonté pour que ces 2 présidents se rencontrent pour qu'ils puissent trouver une entente. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes à 1 semaine de la Coupe d'Afrique et ce qu'il nous faut, c'est un consensus autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment mettre le groupe Sénégal, le groupe de performance, dans d'excellentes conditions. Et des relations apaisées entre la presse et l'encadrement technique participent à mettre ce groupe dans un climat apaisé qui est propice à la performance de haut niveau. Pour gagner une Coupe d'Afrique... Alors voilà, les 5 conditions. Voilà, ces 5 conditions. Alors la question sera posée à Amsa Tafal. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces 5 conditions-là? Est suffisant? Oui, je pense qu'il a dit qu'il faut avoir, ça c'est l'idéal, il faut avoir un environnement apaisé, il faut avoir un encadrement de qualité, il faut avoir des joueurs qui mouillent le maillot, qui s'investissent, disons, qui ont un engagement ferme. Il faut avoir également des relations entre la presse et l'encadrement, disons, des relations. Ça, c'est l'idéal. Si on l'a, je pense qu'on peut faire, effectivement, on peut avoir une bonne équipe compétitive. Bon, parce que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain qui vont jouer. Mais au-delà des joueurs, il y a des éléments, ce que j'appelle la face invisible de l'iceberg, des éléments qui déterminent la compétence, la performance. C'est justement ne pas s'occuper de problèmes de primes. De détails, ne pas s'occuper de détails, notamment des primes de marché et autres, mais avoir une logistique qui est performante. La logistique de base, elle est performante. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un avantage concurrentiel à beaucoup d'équipes à ce niveau. Depuis un certain temps, nous allons faire des visites de prospection, nous allons faire des visites d'hôtels. Je pense qu'à ce niveau... On s'améliore. Oui, on s'améliore. Le Sénégal est assez outillé pour que, en tout cas, l'équipe soit performante. Maintenant, le plus important aussi, il l'a oublié, c'est, disons que, enfin, quand il a dit qu'il faut avoir un encadrement de quartier, je suis d'accord, mais il faut mettre les joueurs complémentaires sur le terrain. Il faut que la mayonnaise prenne. Pour que la mayonnaise prenne, il faut avoir les joueurs qui sont complémentaires sur le terrain. Et c'est ça qui peut amener la victoire, la performance. Alors, moi, j'aimerais juste revenir sur un peu la préparation. Les gens parlent du climat. Au Maroc, il fait froid. On va jouer à Mongomo, il fait chaud. Vous, en tant que technicien, vous avez forcément un secret qui n'est pas divulgué. Pourquoi, quand vous jouez dans le chaud, vous allez préparer dans le froid? C'est quoi le secret que vous nous cachez? Non, il n'y a pratiquement pas de secret. Alain Giresse, je ne pense pas qu'il cherche, disons, à avoir de l'énergie et autres. Non, il veut simplement avoir des conditions optimales de performance et de préparation. Des conditions d'environnement sécurisées.
où il n'y a pas beaucoup de journalistes, où il n'y a pas beaucoup de visiteurs, où il n'y a pas beaucoup de parents, parce qu'il comprend effectivement que le fait d'être dans un environnement assez éloigné, assez sécurisé, ça permet d'emmagasiner l'énergie mentale dont j'ai parlé. Et c'est cette énergie qui est importante quand tu vas dans une compétition, disons, de longue durée. Quand il s'agit d'une compétition où tu joues un match, c'est moins grave. Mais quand il s'agit de jouer, disons, une compétition où tu vas jouer 3 matchs, au moins 4e match, 5e match, il faut avoir constamment de l'énergie mentale qui te permet justement d'aborder ces rencontres. Maintenant, ils vont faire peut-être 5 jours, ils vont faire une semaine. Bon, ça ne va pas trop déstabiliser en tout cas l'organisme. Après, ils vont faire 5 jours avant de jouer le premier match. Donc, véritablement, il ne faut pas y avoir, disons, de difficultés à ce niveau. Très bien. Alors, on va parler aussi de nos adversaires, Malal, qui eux aussi multiplient les matchs amicaux, bien sûr, à la veille de cette CAN. C'est vrai, avec l'Algérie, 3e adversaire en phase de poule du Sénégal, qui a joué à Radès contre l'équipe tunisienne. Score final de cette rencontre amicale, 1 but partout. L'Afrique du Sud, 2e adversaire du Sénégal, a également joué. Les Bafana ont obtenu le point de nul face aux Panthères du Gabon. L'autre équipe, le premier adversaire, le Ghana, les Black Stars, ont réussi à d'abord obtenir un point de nul face à l'équipe de Cambourg des Pays-Bas, 1 but partout, avant de battre une autre équipe en 2e division sur un lourd score 3-0. Comme quoi, nos adversaires se préparent, affûtent leurs armes pour nous tenir tête. Nous restons dans cette actu CAN avec les Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, Daniel Cousin. Leur coéquipier avait atteint les quarts de finale de la CAN 2012. Ils veulent faire aussi bien pour celle de 2015, après avoir raté 2013. Nous écoutons les 2 stars de l'équipe nationale du Gabon au micro de Boubacar Kambeldia. On est dans la continuité de ce qu'on a fait pendant les éliminatoires. L'équipe joue bien, l'équipe est en confiance, donc c'est très encourageant pour la suite. L'objectif, on n'arrête pas de parler depuis très longtemps que le Gabon n'a jamais dépassé les quarts de finale, donc maintenant on va essayer de faire mieux, viser au moins les demi ou la finale, donc voilà, pour essayer de faire un peu taire toutes les mauvaises langues. Même dans un groupe avec le voisin équato-guinéen? Bah oui, bon, la Guinée équatoriale, c'est vrai que c'est le voisin, mais ça reste un adversaire comme un autre. Il n'y a pas de petites équipes dans la compétition. Maintenant, ça sera à nous de faire le travail, parce que je pense que sur le plan de vue du jeu, on est meilleur qu'eux, on a beaucoup plus d'expérience, donc il faudra le montrer. Il y a le pays organisateur, la Guinée équatoriale, donc ça va être compliqué. On sait que le Burkina va poser des problèmes. Mais bon, on est confiant quand même parce qu'on a un bon groupe jeune et voilà, qui a pas mal de talent et qui doit bosser pour y arriver. Faire mieux qu'en 2012, donc passer les quarts de finale, ce sera déjà une première pour le Gabon. Et voilà, c'est ce qu'on espère. On espère aller le plus loin possible. Déjà d'une, passer les poules, ensuite passer les quarts, ça serait déjà bien. Alors comment vous voyez le groupe du Sénégal, le groupe de la mort avec le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie? Ça va être compliqué, ça va être des matchs à regarder. Nous on va apprécier le spectacle, je pense. Voilà, rappelons que le Gabon est dans la poule A avec la Guinée équatoriale, le Congo et le Burkina Faso. Alors, Amsatou Fall Ndiassé, qu'est-ce qui fait la particularité de la CAN? Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, au-delà des enjeux économiques et même infrastructures, des enjeux sportifs. Les clubs européens se battent pour ne pas lâcher leurs joueurs africains. Mais c'est leur raison de vivre, plus ou moins. Quand tu as un joueur, quand tu prends l'exemple de Pierre Aubameyang ou Sadio Mané à Southampton ou Nkoulou à Marseille, mais c'est des socles dans leur club. Donc, je ne vois personne qui soit satisfait de perdre un pilier de son équipe et qu'il est obligé de le laisser à la disposition de sa sélection pendant un mois. C'est prendre le risque, quand on est peut-être leader, de perdre sa position, quand on est relégable d'avoir encore des nuits blanches. Donc, je pense que c'est à juste titre que les clubs européens râlent. Mais aussi, c'est à juste titre que les sélectionneurs et les sélections forcent aussi, parce que la CAN, c'est un rendez-vous
incontournable en Afrique. Ça draine la passion, ça draine du monde. C'est une compétition que personne ne veut rater, aussi bien les supporters que les joueurs. Donc cette question, je pense qu'elle existe depuis peut-être la création de la CAN, et elle va encore continuer tant qu'on ne trouvera pas une solution idéale pour les clubs et les sélections. La solution, Amsata, c'est de changer la période justement de déroulement de la compétition, puisque à chaque fois c'est des tiraillements. Oui, disons, au-delà de ce qu'a dit Diassé, moi je pense que ce n'est ni honorable à leur niveau, ni élégant. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que ou c'est de la malhonnêteté, ou alors ils prennent les Africains pour, disons, des marchandises sans valeur. Parce qu'ils savent qu'il y aura toujours, à une période, une CAN. Ils savent qu'il y a des joueurs qui sont incontournables. Yaya Touré, tout le monde sait qu'il faudrait qu'il passe. Ouais. Ou alors, ils ne prennent pas ces joueurs, ils ont la latitude de ne pas prendre les joueurs, les Africains, parce qu'ils sauront qu'à telle période, il y aura une CAN. C'est comme à telle période, il y aura une Coupe d'Europe. Alors, soit ils assument la responsabilité de prendre les joueurs et de les lâcher, ou alors ils ne les prennent pas. Mais je pense qu'à ce niveau, la FIFA, elle est là, et la réglementation de la FIFA fait foi. La CAN est une compétition majeure du continent africain. Majeure. C'est la plus grande compétition. Alors les joueurs qui sont sélectionnés au niveau de ces pays, mais ils sont obligés de les laisser partir. Les maladies diplomatiques qu'ils inventent, ça sert absolument à rien. Non, c'est vrai. Il faut qu'ils sachent que également, mais nous aussi, nous avons une CAN qui est à l'image de la Coupe d'Europe. Tout à fait. Quand ils jouent la Coupe d'Europe, personne il ne s'agit pas de dire qu'on va faire la CAN à telle ou telle période. Non, tout ça, c'est de la malhonnêteté. L'honnêteté veut que quand tu as des joueurs qui sont censés, en tout cas, aller au niveau de leur pays pour jouer la CAN, tu le sais, tu sais que Sadio Mané, en prenant Sadio Mané, ils savaient que Sadio Mané, il allait jouer au niveau de la CAN. Ils le savent. Donc il doit assumer cette responsabilité. Il ne peut pas attendre que maintenant de pratiquer disons, des maladies imaginaires. C'est pas sérieux. Très bien. C'est une vraie réaction de fédéral. Très bien, on a bien compris. Alors, Amsata a parlé justement de Yaya Touré, incontournable au sein des éléphants et au sein de Manchester City. Malgré son rôle à Manchester City, il a bien rejoint l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il s'est Yaya Touré. Le capitaine est donc l'un des piliers de cette équipe ivoirienne qui a gagné pour la 4e fois consécutive le Ballon d'Or africain, une première en Afrique. Yaya Touré donc avec la Côte d'Ivoire logée dans la poule D en compagnie de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry plutôt, le Cameroun et le Mali. Retraçons le parcours de ce génie. Yaya Touré, un nom qui restera gravé dans les annales du football africain. L'international ivoirien a été désigné joueur africain de l'année pour la 4e fois de suite. Jamais un footballeur africain n'avait réalisé la passe de 4, même Samuel Eto'o. Certes, le Camerounais a remporté le titre 4 fois, mais pas de manière consécutive. Le milieu de terrain de Manchester City, auteur de 20 buts en Premier League lors de la saison écoulée, a récolté 175 voix contre 120 pour Pierre-Emerick Aubameyang et 105 pour le portier nigérian Vincent Enyama. Les 27 pays sur les 39 ayant pris part au vote ont porté leur choix sur le natif de Bouaké. À 31 ans, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone s'achemine vers sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qui n'a toujours pas réussi à Yaya Touré après 2 finales perdues face à l'Égypte en 2006 et face à la Zambie en 2012. Peut-être que cette édition de 2015 sera la bonne. Réponse le 8 février. La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe D avec le Mali, la Guinée et le Cameroun. Voilà, c'est pour ça qu'on aime la Coupe d'Afrique, puisqu'il y aura une constellation de stars réunies pendant un mois au même endroit, dans des différentes villes. Alors, il y a une autre star ce soir qui a été consacrée. D'ailleurs, on se demande toujours pourquoi Yaya Touré, ça c'est une parenthèse, ne fait pas partie des 3 finalistes du Ballon d'Or FIFA 2014, puisqu'il le mériterait tout aussi bien. En tout cas, ce soir, Cristiano Ronaldo a été désigné Ballon d'Or 2014 à Zurich. Donc après 2008 et 2013, le Portugais vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi avec le Real Madrid
est sacré pour la 3e fois. Et ce qui est étonnant, là également, j'aimerais bien avoir les réactions de Amsata et de Ndiassé, c'est que il a largement battu Lionel Messi et Neuer. Donc Cristiano Ronaldo a recueilli plus de 37% des voix. Lionel Messi deuxième avec 15,76% des votes. Et Manuel Neuer seulement 15,72% alors qu'il est champion du monde avec l'Allemagne, champion d'Allemagne avec donc le Bayern. Il a tout raflé, il est quand même dernier. Alors comment vous expliquez un peu cela? C'est un gardien de but. Voilà. Amsata, cet écart de voix entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Manuel Neuer. Bon, pour Neuer et Cristiano Ronaldo, je pense que c'est vrai que Neuer, il est extraordinaire, il a tout gagné. Il a tout gagné. Mais la dernière consécration de gagné, c'était Léo Yachine, c'était en 1963. Ça veut dire qu'il y a des postes qui sont pas privilégiés. Poste d'arrière central, c'était également l'arrière central de Milan AC que j'ai oublié. Cannavaro, c'était pas Cannavaro. Baresi. Donc, quand tu n'es pas attaquant, quand tu n'es pas milieu de terrain, surtout milieu de terrain offensif attaquant, tu as peu de chances vous parlez justement de Yaya Touré. Ouais. Yaya Touré, mais il doit être, disons, dans le top, dans le top 3. Oui. Parce que quand même, ce qu'il a montré, c'est vrai qu'il n'a pas gagné. L'année dernière, ils n'ont pas gagné, disons, le championnat anglais. Si. Ah si. Les Citizens ont été champions. Ah si, ils ont été champions. Mais bon, tu prends Ronaldo qui a gagné le championnat allemand. Il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions. La Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Roi. Plus maintenant la Super Coupe d'Espagne. Tout. Mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Et il a été éliminé au premier tour. Individuel, il a combien de buts il a pris? Il a mis 63 buts ou 61 buts. En année civile. Donc, tout le monde prévoyait Cristiano Ronaldo. Mais c'est ce qui est un peu surprenant, c'est l'écart, même avec Lionel Messi, quand même. Bon, Lionel Messi parce que Lionel Messi, c'est un attaquant aussi, il bat les records, les statistiques, même s'il est allé en finale de la Coupe du Monde. Oui, mais c'est la performance individuelle, disons, de l'année dernière. En 2014, Lionel Messi n'était pas très performant. Tout à fait. Bon, il a eu des blessures. Alors, Ndia, c'est votre point de vue. Moins de buts. Bon, il a... Peut-être s'il avait gagné la Coupe du Monde, ça aurait peut-être contrebalancé. C'est vrai. Je pense que si un autre joueur que Messi avait les mêmes stats que Messi, peut-être qu'on parlerait de lui autrement. Juste pour dire que Messi a tellement habitué les gens à faire de l'extraordinaire que même quand il fait des choses plus ou moins ordinaires, les gens ne s'arrêtent pas là-dessus. Mais je veux dire en fait que Cristiano Ronaldo mérite largement ce titre-là. Après, l'écart peut être commenté certes, mais devant Messi, je pense qu'il n'y avait pas photo, encore plus devant le gardien Neuer, même s'il a tout gagné. Mais bon, c'est un vieux débat aussi. C'est toujours les attaquants qui sont sacrés. En 2006, on a failli avoir le sacre de Buffon. Après, ça a été Cannavaro. Le dernier à être sacré, c'était le soviétique Lev Yachine. Donc, avant qu'un gardien ne puisse supplanter, disons, un joueur de champ, surtout dans cette période où il y a vraiment deux joueurs hors normes, je pense que ça risque d'être encore longtemps. Très bien. Alors, avant de passer au tour des championnats européens, notez que Joachim Löw a été nommé entraîneur de l'année, parce que lui, par contre, là, il a remporté la Coupe du Monde. Donc, on suit la logique. On sait également que dans le 11 type, au niveau de l'axe central, et je vois que ça a créé beaucoup de réactions et même de contestations, donc les 11 meilleurs joueurs du monde, on a David Luiz et Thiago Silva qui sont dans l'axe. Oui, Sergio Ramos, Philippe Lam qui sont aussi donc au niveau de la défense. Parmi donc les milieux, on a pris Toni Kroos, Javi Iniesta et Di Maria. Et bien sûr, le trio d'attaque, c'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Arjen Robben. Mais ce qui a le plus suscité de polémique, notamment sur les réseaux sociaux, c'est l'axe central. Thiago Silva, David Luiz. Comment il s'appelle? L'arrière central de Real, il joue où alors? Ils vont le mettre à droite. Comme latéral droit. Non, c'est pas possible. Ramos, tu peux pas le faire jouer sur le côté. Ou tu mets Ramos plus Thiago Silva, ou bien tu ne le mets pas, mais tu ne peux pas mettre les deux Brésiliens plus Ramos. C'est pas possible. À moins de faire jouer une défense à 3. Très bien, merci Amsata. Ça, c'est le point de vue technique. Alors, on va parler quand même de ce qui se passe en Europe, les championnats.
En France, Lyon a repris les commandes après donc les défaites de Marseille et du Paris Saint-Germain en championnat. En Angleterre, Chelsea a repris ses distances alors qu'en Espagne, les Blaugrana continuent de faire la course avec les joueurs de la Maison Blanche. Le tour de ces championnats européens avec Mamadou Ndiaye. On démarre ce tour d'Europe par la Ligue 1 après la défaite de l'Olympique de Marseille face à Montpellier 2-1. Le Paris Saint-Germain avait l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire face à Bastia. Mais les Corses ont réussi l'exploit de battre les Parisiens 4-2 après avoir été menés par 2-0 au bout de 20 minutes. Les défaites combinées de Marseille et du PSG font le bonheur de Lyon. Les Gons n'ont pas raté l'occasion de prendre la tête du championnat français en s'imposant devant Toulouse 3-0. En Angleterre, Chelsea reprend les commandes de la Premier League. Après sa victoire contre Newcastle 2-0 lors de la 21e journée, les Blues profitent du faux pas de Manchester City après son nul à Everton 1-0 pour creuser un petit écart sur le Dauphin. Manchester United de son côté a chuté à domicile devant Southampton 1-0 qui prend désormais la 3e place de la Premier League. En Espagne, le FC Barcelone a su remobiliser pour remporter une victoire convaincante dans le choc face à l'Atlético Madrid 3-1. Des buts marqués par le trio MSN, Messi, Suarez et Neymar. Le Barça, toujours deuxième, avec un point du leader, le Real de Madrid, qui a battu l'Espagnol de Barcelone 3-0. Et enfin, en Italie, la Juventus reprend la marge en Serie A, grâce notamment à un but splendide de Paul Pogba. La Juventus s'est imposée à Naples 3-1. Un succès qui permet à la Veille Dame de compter 3 points d'avance sur la Roma. Accrochée par la Lazio de Rome, les Romains ont pu rattraper un retard de 2 buts grâce à leur star Francesco Totti. Score final, 2 buts partout. Voilà, Mamadou Ndiaye, merci donc pour ce tour des championnats européens. Comme je le disais, nous sommes à J-7 avant le démarrage de cette phase finale. Beaucoup d'espoir porté donc sur cette équipe nationale du Sénégal. À juste titre, Amsatou Fall. Oui, je pense que c'est à juste titre, mais seulement il faut pas mettre la pression, en tout cas sur l'équipe nationale comme on a eu à le faire en 2012. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Le plus important, c'est de sortir au premier tour. Je pense que ça, c'est le plus important. Mais avant de sortir le premier tour, nous avons un premier match, quand même, un match de choc, et qu'il faut gagner. Oui. Il faut gagner, c'est facile à dire, mais il faut se donner les moyens, en tout cas, de gagner ce match. Parce que ça va, non seulement, ça va permettre d'installer une quiétude psychologique au niveau, en tout cas, du groupe, mais ça va nous permettre également, disons, de bien nous positionner. Parce qu'une défaite serait catastrophique. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes le premier match, on a rarement vu en Coupe d'Afrique gagner le premier match et ne pas sortir du premier tour. C'est très rare. Quand tu gagnes le premier match, généralement, même avec un nul, tu peux sortir. Hein. Même avec un nul, donc c'est un match à ne pas perdre. C'est un match qu'il ne faut pas perdre. Très bien. Alors Ndiassé, la confiance en cette équipe nationale, a priori, c'est vrai qu'elle est justifiée. Est-ce qu'on peut aller loin dans cette compétition? Oui, elle est justifiée au vu du potentiel de l'équipe. Mais bon, moi, je veux dire, j'ai eu à suivre beaucoup de Coupes d'Afrique et le sentiment qui revient toujours à la veille de la compétition, c'est qu'il y a toujours une confiance un peu exacerbée, je veux dire. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire récente même de l'équipe nationale. C'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée lors de la dernière CAN, qui a été éliminée au premier tour, qui court derrière sa première victoire depuis 2006. Donc je pense, au regard de tout ça, il faut se mettre dans la peau véritablement d'un outsider. C'est-à-dire que, bon, on est là, on connaît notre potentiel et on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose parce que on a un très bon groupe, de très bons joueurs. Et surtout, quoi qu'on puisse dire, l'entraîneur qu'on a, il a plus d'expérience qu'un Avram Grant qui vient de débarquer, qu'un Christian Gourcuff qui ne connaît pas la CAN. Et je pense que ça peut être ce petit plus qui peut plus ou moins faire la différence. Très bien. Alors, Malal, donc a priori, ça va être des commentaires non-stop durant toute la CAN sur la RFM. Bah oui, on donc, fera tous les matchs. Est bien prête? Oui, elle est prête. Elle a été bien préparée, je me suis bien reposé. On fera tous les matchs en direct, Inch'Allah. Très bien. Donc voilà, le programme a démarré à partir d'aujourd'hui et on va maintenir le cap jusqu'après la finale, je crois. Tout à fait. Voilà. Alors, je pense que tu vas trouver un concurrent en la personne de Pape Ndiaye Souaré qui ne commente pas les matchs, mais qui s'est transformé en apprenti guitariste chanteur. Hier à l'hôtel, donc Didier Souaré qui a assuré l'animation, une manière certainement de fêter le retour dans la tanière de Sadio Mané. C'est l'image bonus du soir, on vous laisse la découvrir.
les gens du Sénégal. Voilà, ça dénote quand même de la belle ambiance qu'il y a au sein de la tanière, mais pour la concurrence, il y a encore du boulot. Je vais l'appeler dans la CAN, durant la CAN, Youssou Ndiaye Soare. Ok, merci Malal. Merci Amsatou. Merci. Et Ndiassé, merci. Merci beaucoup. J'imagine que vous partez à Mongombo de ce Dès pas. demain. Très bien. Et puis un gros coucou à nos envoyés spéciaux, Cher Tidiane Diao, Mor Kharma qui sont déjà donc en chemin, ainsi que Boubacar Kambeldia, Youssouf Bodian, Ousmane Diop, BNF, voilà, tout le groupe Futur Média mobilisé, Marianne Silva de GFM, mobilisé donc pour vous faire vivre des temps forts de cette CAN 2015. Excellente soirée à tous. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. À lundi prochain, peut-être pas samedi prochain déjà, hein, pour le début de la CAN 2015. Au revoir.